Aujourd'hui, on fait évoluer notre transmission finale et on regarde ce que ça change. Dans la précédente vidéo, on a vu comment on changeait une transmission finale, comment on la démontait et à quoi elle servait. Mais on n'a pas vu une seule chose, comment on l'a fait évoluer. On va voir ça dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, dans cette vidéo, on va voir quand et pourquoi la changer. Puis dans un deuxième temps, on va voir comment on l'a fait évoluer. Quels sont les éléments à changer, primaire, secondaire, les deux, les engrenages, les types d'engrenages qu'il faut changer. On va tout voir dans cette deuxième partie. Puis dans un troisième temps, une troisième partie, on va faire des tests routiers. On va regarder ce que change une transmission finale sur les performances en fonction de ses configurations. Allez, il y a du démontage et du remontage en perspective, donc on va pas perdre de temps. Quand et pourquoi la faire évoluer? On va voir ça dans cette partie. Alors déjà, premièrement, si vous êtes d'origine et que vous n'avez rien changé, et ben la première chose à faire, c'est pas du tout la transmission finale. S'il y a bien un élément à ne pas bouger, c'est ça. Votre moteur, s'il est d'origine, et votre transmission finale, ils sont correctement appairés ensemble. Il n'y a rien à changer de ce côté-là. Donc, si vous êtes d'origine, passez votre chemin, c'est pas la bonne vidéo. C'est le dernier truc à penser si vous voulez améliorer vos performances. Mais si vous avez commencé à faire évoluer les performances de votre scooter en mettant un kit, en mettant un nouveau carburateur, en faisant évoluer votre transmission, variateur, embrayage, correcteur de couple, etc., eh bien, c'est peut-être le moment, si vous constatez que vous avez trop d'accélération par rapport à une vitesse de pointe qui commence à se faire désirer, de changer votre transmission finale. Et là, vous êtes sur la bonne vidéo parce que c'est justement de quoi on parle. L'évolution de la transmission finale, si je dois vous donner une image, c'est la même image que le vélo. Imaginez que vous êtes sur un vélo, que vous avez un seul plateau et toute une série de pignons à l'arrière pour changer de vitesse. Les plateaux, c'est la transmission finale, c'est-à-dire qu'elle est fixe, et les pignons à l'arrière, c'est votre système variateur correcteur de couple qui évolue en fonction de votre vitesse. Si vous n'êtes pas trop musclé et que vous commencez le vélo, eh bien vous êtes content de trouver un petit plateau pour pouvoir démarrer correctement. Vous n'avez pas forcément des gros muscles au niveau des cuisses, donc vous êtes content de trouver un petit plateau pour commencer. Au fur et à mesure que vous entraînez, vous commencez à avoir des bons muscles au niveau des jambes et vous vous dites que le petit plateau, c'est pas suffisant. Lorsque je suis à fond avec le plus petit pignon, eh bien moi je m'embête, j'aimerais bien aller plus vite. Et c'est à ce moment-là qu'il faut penser à mettre un plateau plus grand. C'est pour ça que vous changez de vitesse, vous changez de plateau. Si vous en avez qu'un seul, eh bien il faut en mettre un plus grand. Et si vous en mettez un plus grand, ça revient au même que de changer votre transmission finale. Au démarrage, vous constatez bien que si vous avez un plus gros plateau, ça va être un peu plus dur de démarrer, notamment en côte, mais la vitesse de pointe va vraiment être plus intéressante. Comme votre musculature est plus importante, vous allez pouvoir plus appuyer sur les pédales et avoir une meilleure vitesse de pointe. Eh bien, la transmission finale, c'est le même principe, c'est le même parallèle. Plus vous avez un moteur musclé, plus vous allez pouvoir augmenter votre transmission finale pour augmenter votre pointe au détriment d'une accélération qui est de toute façon inexploitable puisque à chaque fois vous partez en wheeling. C'est le cas notamment du mon kit 70. Quand je l'ai mis en place sur le scooter, je me suis aperçu que la vitesse de pointe était très correcte, 106 km/h c'était très bien, mais que de toute façon l'accélération était beaucoup trop importante pour pouvoir être contrôlable. Donc c'est pour ça que je vous fais des vidéos sur la transmission finale, c'est parce que de toute façon au bout d'un moment, si vous augmentez vos configurations, il va falloir en venir par le changement de la transmission finale. Mais attention, le risque c'est de griller les étapes. Si vous mettez une transmission finale trop importante, trop longue, vous risquez de ne plus avoir assez de couple pour démarrer et même plus assez de couple pour atteindre un régime moteur suffisant. Pire, faut penser à certaines côtes qui sont quand même importantes, vous risquez de ne plus monter. Le couple résistant, si vous montez une grosse côte, peut être tel que face au couple que le moteur peut transmettre, vous ne risquez de même pas monter cette côte. Il faut y aller par palier, ne pas griller les étapes et se contenter d'une transmission finale d'origine si vous n'avez pas une configuration énorme. On va le voir par la suite, un petit tableau pour expliquer tout ça. Comment la faire évoluer? Eh bien, c'est pas très compliqué si vous avez vu ma précédente vidéo sur le sujet. Pour la faire évoluer, il faut simplement faire évoluer le rapport de transmission. Interrogation écrite, si vous voulez faire évoluer votre rapport de transmission, il faut faire évoluer quoi? Je l'ai entendu au fond, il faut faire évoluer le nombre de dents des différents pignons et roues. Au choix, vous pouvez faire évoluer ce que vous voulez. Le primaire, le secondaire, le pignon, la roue, ce que vous voulez. Le tout, c'est que chaque engrenage, le primaire ou le secondaire, doit être adapté entre eux. D'ailleurs, vous allez le voir, lorsque vous achetez des engrenages, c'est vendu par transmission primaire ou secondaire. C'est jamais une roue ou un pignon indépendant des autres.
Donc le rapport de transmission, ça se fait évoluer en changeant le nombre de dents des différents pignons et roues. Ok, pour parler du rapport de transmission, si vous avez vu ma précédente vidéo, je vais parler en quotient, c'est-à-dire que je vais parler de rapport de transmission de 1 divisé par un chiffre. Sur la transmission d'origine du booster, le rapport de transmission est de 1 sur 12,92. Par exemple, sur le Nitro, on a une transmission un tout petit peu plus longue puisque elle est de 1 sur 12,28. C'est pas grand-chose, mais ça se ressent quand même. Donc on constate que si on veut une transmission plus longue, le chiffre du dessous, le dénominateur, sera plus petit. Donc le rapport de transmission sera plus grand. Vous me suivez là? Bon, c'est des maths encore une fois, mais j'y peux rien. Chez Peugeot par exemple, le Speedfight d'origine, elle est encore plus longue, la transmission finale, elle est de 1 sur 11,08. Donc lorsque le dénominateur est petit, on parlera de transmission longue. On augmente le rapport de transmission en diminuant le chiffre du dessous, le dénominateur du rapport de transmission. Donc si on veut avoir une pointe plus importante au détriment d'une accélération, il va falloir allonger sa transmission, donc augmenter le rapport de transmission, donc diminuer le dénominateur du rapport de transmission. Et inversement, si vous passez votre temps à faire des wheelings et lever la roue avant et que vous voulez avoir une accélération encore plus fracassante, eh bien vous allez augmenter le dénominateur du rapport de transmission ou vous allez diminuer encore votre rapport de transmission. Enfin, vous m'avez suivi, l'évolution d'une transmission finale, ça passe par l'évolution aussi du rapport de transmission. On a vu comment calculer le rapport de transmission, le produit des roues menantes sur le produit des roues menées, je reviens pas dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut changer dans cette histoire? On peut tout changer. On peut changer le primaire, on peut changer le secondaire. Mais on ne peut pas changer un pignon ou une roue indépendantes les unes des autres puisque par engrenage, il faut qu'une roue et un pignon soient appairés. Les entraxes des arbres étant fixes, il faut que le diamètre de la roue et du pignon fonctionne pour que ça respecte l'entraxe des axes des arbres. Sinon, ça tournera dans le vide. Donc, dans les magasins, vous allez pouvoir acheter soit 2 engrenages primaires, soit 2 engrenages secondaires. Mais il y a un problème. L'arbre intermédiaire, celui sur lequel est positionnée la roue du primaire ou le pignon du secondaire, lie justement 2 éléments qu'on ne peut pas changer en même temps. Donc, dans certains kits, si vous n'achetez que les primaires ou que le secondaire, vous avez une roue indépendante qui se balade, qu'il va falloir mettre sur l'axe secondaire en ayant enlevé l'ancienne roue que vous voulez remplacer. Et ça, c'est un montage en force qu'on doit faire à la presse hydraulique. Donc si, comme moi, et je pense que vous êtes nombreux, vous n'avez pas de presse hydraulique, n'allez pas sur ce terrain, vous allez faire des bêtises, vous allez bricoler et vous allez éventuellement détériorer vos roues et vos engrenages que vous avez achetés. Donc n'allez pas sur ce terrain, il existe dans le commerce des packs transmission primaire ou secondaire avec justement cet axe intermédiaire prémonté sur lequel est montée la roue ou le pignon d'origine sur l'élément que vous ne souhaitez pas améliorer. Je m'explique, si vous achetez un primaire, vous avez un axe secondaire avec un pignon secondaire de 13 dents, donc l'équivalent de l'origine. Et si vous achetez une transmission secondaire améliorée, et bien sur l'arbre intermédiaire, vous avez la roue du primaire d'origine avec 52 dents hélicoïdales. Donc c'est très simple à changer, c'est beaucoup plus simple que changer des pignons et utiliser une presse hydraulique. Donc je vous conseille de passer par là. Donc je vous conseille de faire attention lorsque vous achetez vos engrenages, achetez toujours un truc complet avec l'axe intermédiaire prémonté. On s'en mettra pas comme ça. Mais il existe tout sur le marché. Je vous ai fait un petit tableau de ce que j'ai pu trouver par exemple chez Scootfast. Il y a une série d'engrenages, soit de packs secondaires, soit de packs primaires avec l'axe intermédiaire prémonté avec la roue ou le pignon d'origine. Donc c'est plutôt ce sur quoi il faut s'orienter. Ou sinon vous avez Malossi, Polinis, Athena, tout le monde qui fait des engrenages qu'il faut par exemple mettre à la presse hydraulique sur l'arbre intermédiaire. Et ça c'est une autre histoire. Mais bon, il y a tellement de combinaisons que vous pouvez faire évoluer votre rapport de transmission comme vous voulez. Effectivement, on peut faire évoluer son rapport de transmission comme on veut, mais quelle est la valeur à choisir en fonction de sa configuration? Donc une petite explication s'impose. D'origine, on est à 1 sur 12,92, donc 1 sur 13 environ. On va dire que de 1 sur 13 à 1 sur 12, on est à peu près sur un modèle d'origine, un kit 50, un tout petit peu amélioré. D'un rapport de transmission de 1 sur 12 à 1 sur 11 environ, on est sur un kit 50 avec une configuration beaucoup plus améliorée, avec un pot d'échappement de détente, avec un carburateur, avec un variateur, peut-être un Malossi grande plage, un gros carburateur de 19 ou de 21. Vous commencez à avoir une configuration
bien avancé, et là, votre rapport de transmission peut évoluer de 1/12 à 1/11. Si vous passez en 70 avec une petite configuration, le rapport de transmission de 1/11 et 1/10 commence à être convenable et plutôt adapté. Et pour les configurations très poussées, au-delà du kit 70, kit 80, etc., vous pouvez passer en dessous des 1/10, 1/9, 1/8. Après, tout dépend de ce que vous cherchez. La vitesse, la pointe, l'accélération fulgurante, ça dépend de vous. Mais en tout cas, vous voyez la frise, vous voyez à quoi ça doit ressembler et dans quel domaine vous vous situez. À partir de là, je pense que vous pouvez vous y retrouver maintenant. Donc pour mon kit 70 avec une toute petite configuration, je ne vais pas descendre en dessous de 1/10 et j'ai repéré un petit pack secondaire Doppler qui me conviendrait bien avec un rapport de transmission de 1/10,4, ce qui fait quand même une bonne amélioration de ma transmission finale qui passe de 1/12,92 à 1/10,4. On va regarder ce que ça change. Et avant de passer au démontage et à la phase de test, petit conseil. Si vous voulez faire évoluer votre transmission finale, franchement, restez sur un pack secondaire avec l'axe intermédiaire prémonté. Comme ça, vous allez le faire en 2 minutes. Si vous voulez changer votre transmission primaire, même si vous prenez un pack avec l'axe intermédiaire prémonté avec le pignon et la roue déjà prémonté à la presse hydraulique, vous allez avoir un problème au niveau du roulement. Ça se fait, mais vous allez passer plus de temps à démonter le roulement de votre transmission primaire déjà d'origine pour le remettre sur votre transmission primaire que vous voulez changer. Donc, passez seulement sur un secondaire. Sur le secondaire, le démontage il se fait vraiment en 2 minutes. Vous poussez l'axe de votre roue et il n'y a aucun montage de roulement en force, donc c'est vraiment ce qu'il faut faire. Vous n'allez pas vous embêter. Et ne pas s'embêter, c'est pas ce qu'on cherche, non? Avant de faire des tests et de monter la transmission longue avec un rapport de 1/10,4 de Doppler, et pour partir d'un point de comparaison digne de ce nom avec la transmission d'origine, j'ai fait varier la variation pour obtenir la meilleure courbe possible. Mais avant de trouver les meilleurs réglages, vous le savez, dans la dernière vidéo concernant le kit 70, j'avais mis un carburateur de 17,5 avec un gicleur de 90. Dans les commentaires, vous m'avez dit qu'effectivement ce gicleur était un peu juste. Par acquis de conscience, pour éviter de serrer mon nouveau kit 70, j'ai préféré jouer la sécurité et j'ai mis un gicleur un petit peu plus important, donc de 95 pour assurer le coup. La conséquence, ça risque d'être des performances un peu moins bonnes en pointe. Mais bon, pour être sûr de ne pas être trop pauvre, je préfère sauver les meubles et perdre un peu en performance. Avec ce réglage carbu, j'ai donc fait différents tests avec des poids de galets différents. J'ai gardé mon ressort de poussée blanc mâle aussi que j'avais utilisé dans le test du kit 70, puisque j'ai l'impression quand même que ce ressort de poussée est adapté au couple du moteur, et j'ai fait varier le poids des galets. J'avais choisi un poids de galet de 7 grammes et j'avais constaté lors de mon test précédent que ce poids de galet était un peu trop important. Pour éviter d'avoir quand même du sur-régime en phase d'accélération, symptomatique de galets trop légers, on a l'impression que le moteur tourne dans le vide, et des galets trop lourds qui ont tendance à faire ouvrir le variateur trop tôt et donc à étouffer directement le moteur en faisant chuter le régime moteur et donc le couple. Donc le meilleur réglage que j'ai obtenu avec la transmission finale d'origine, c'est avec des galets de 6,5 grammes avec le ressort de poussée mâle aussi blanc. J'obtiens, même avec une carburation un tout petit peu riche pour éviter de serrer, 105 km/h en pointe avec une pointe à 10 090 tours par minute. Contre, je vous le rappelle, 11 210 tours par minute lorsque j'étais avec un gicleur de 90. Donc on voit bien que les performances en pointe sont réduites rien qu'avec le gicleur. Mais bon, c'est pour la sécurité du kit. Deuxième chose que j'ai fait avant de me lancer dans les essais, vous avez vu, j'ai dépassé la barre des 100 km/h compteur, donc pour mesurer précisément des vitesses et les comparer entre elles, c'est pas si simple. J'avais pas le moyen de rajouter des petites étiquettes comme j'ai fait dans ma vidéo sur le kit 50 pour avoir une lecture plus précise. Donc j'ai dû trouver une autre solution. J'ai ressorti le compteur Kozo digital que j'avais mis en place lorsqu'à l'époque je m'étais mis très ponctuellement en guidon street, et je l'ai mis en place sur mon compteur, à côté de mon compteur. Comme ça j'ai un compteur digital pour les vitesses au-delà de 100 km/h et j'ai un compteur à aiguille pour les vitesses inférieures à 100 km/h. Si vous avez vu ma vidéo sur comment faire des courbes de performance, que vous pouvez voir ici, vous savez que je lis mes vitesses sur le compteur à aiguille et que c'est plus précis. Par contre, pour les vitesses de pointe, comme ça varie assez lentement quand même, lorsqu'on est en pointe, le compteur digital va convenir parfaitement. Ce sera des indications complémentaires pour les vitesses au-delà de 100 km/h. Ça y est, à présent, on a tout. On a la carburation définie, on a la variation définie, donc on a nos paramètres initiaux définis. On va pouvoir démarrer la phase de test avec en plus un compteur qui nous permet de regarder tout ce qui se passe au-delà de 100 km/h. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Check the mic and make sure it sound right, boys.
sound right, boys. Petite pause dans le démontage, on va voir une technique différente pour démonter l'axe secondaire de la transmission finale, l'axe de la roue. Pour démonter cet axe, je vous avais indiqué dans ma précédente vidéo qu'il fallait démonter le pot d'échappement, démonter la roue, enfin c'était un peu long, donc on va voir une autre technique maintenant. Cette technique, elle est vraiment pas forcément à utiliser parce qu'il est possible de faire des bêtises, donc attention. Ça consiste en quoi? Eh ben ça consiste en ne démontant pas le pot d'échappement, en enlevant l'écrou de la roue tout simplement, et en le poussant. La roue, elle restera en place puisqu'elle est au niveau du tambour de frein. En revanche, si vous vous rappelez bien, il y a une rondelle entre la roue et le roulement de la roue. Donc si vous ne faites rien, la rondelle risque de tomber. Pour éviter qu'elle tombe, en enlevant l'axe, on va enfiler un tournevis. Comme ça, le tournevis va maintenir la rondelle, elle ne tombera pas dans le tambour de frein et on pourra reglisser l'axe secondaire dans l'autre sens en enfilant la rondelle à travers. Vous m'avez suivi, on va le faire tout de suite de toute façon. Donc après avoir desserré l'écrou, je le démonte. J'enlève la rondelle juste derrière l'écrou. Et au lieu de démonter la roue comme ça, je pousse avec le tournevis l'axe secondaire de la transmission finale, l'axe de la roue, en maintenant bien sûr avec l'autre main l'engrenage secondaire. Et je pousse. Voilà. Le tournevis est ici, il maintient en position la rondelle pour éviter qu'elle ne tombe. Et on va le laisser comme ça le temps qu'on change cette transmission finale. Allez toi, on n'a plus besoin de toi. On récupère l'axe intermédiaire avec ses pignons et on va déballer les nouveaux engrenages Doppler. Elle est là, la transmission finale qu'on va changer. Doppler m'a gentiment envoyé cette transmission finale pour que je l'essaye, pour que je change ma transmission finale après être passé en 70 cm3 et sincèrement, je les en remercie. On va pouvoir changer notre transmission. Alors c'est une transmission secondaire avec tous les engrenages de montée. Comme je vous l'indiquais précédemment, c'est beaucoup plus simple d'avoir tout de monté sur les différents axes qui sont fournis dans le pack parce que moi j'ai pas de presse hydraulique, je pense que beaucoup d'entre vous sont concernés et c'est plus simple, ça nous évite de faire des bêtises, de bricoler. Je vous conseille d'acheter des axes tout complets, tout montés. Dans ce pack, il y a 3 roues dentées. Il y a la roue primaire et il y a l'ensemble de la transmission secondaire avec le pignon à 15 dents et la roue secondaire à 39 dents. Donc ça change pas mal par rapport à l'origine, puisqu'à l'origine on en a 13 et 42 dents. Hop, allez on le déballe. Hop. Hop. Donc là, on a l'axe intermédiaire avec la roue de la transmission primaire et le petit pignon de la transmission secondaire à 13 dents. Et dans le reste de l'emballage, on a l'axe de la roue avec la roue de la transmission secondaire. Elle a 39 dents. On peut compter, mais bon, on leur fait confiance, c'est écrit sur l'emballage. On va monter tout ça dans le scooter et on va voir ce que ça change. Après avoir bien nettoyé les engrenages au nettoyant frein, on peut les installer un par un, en commençant par l'arbre intermédiaire. Puis l'axe secondaire, on le positionne sur notre petit tournevis qu'on a laissé et on enfile l'axe secondaire doucement. Notre nouvelle transmission est prête à fonctionner. On remet en place notre rondelle et notre écrou. Et on resserre à un couple de serrage de 120 Nm. 120. Au préalable, j'ai bloqué le levier de frein avec un collier en plastique. C'est une méthode qu'on m'a donnée dans les commentaires. C'est plutôt pas mal. 120 Nm. On repositionne les deux rondelles, donc la rondelle conique en premier avec le sommet du cône de la rondelle vers le pignon, puis la rondelle plate épaisse. On repositionne le joint papier. S'il est détérioré ou si vous le souhaitez, vous pouvez le changer, c'est tout le temps mieux de le changer de toute façon. Et on repositionne le carter. On remet les deux vis plus longues situées au niveau des pions de centrage et les vis plus courtes ailleurs. On effectue un pré-serrage. Puis avec une clé dynamométrique, réglée sur 6,5, on serre au couple définitif.
Dans un premier temps, j'ai installé brut la transmission finale sans rien régler d'autre. Je suis resté sur le réglage de ma variation avec des galets de 6,5 grammes pour voir ce que ça testait. De manière générale, quand vous mettez un nouvel élément, ne changez que un paramètre après l'autre pour voir ce que ça change et pour après adapter les différents paramètres pour avoir la meilleure configuration possible, les meilleurs réglages. Donc j'ai fait exactement ça. J'ai mis ma transmission finale Doppler avec un rapport un peu plus long et je n'ai changé que ça et j'ai regardé ce que ça changeait. La phase d'accélération à partir d'un départ arrêté, c'est exactement la même. On a l'impression à peu de choses près qu'on démarre de la même manière. Par contre, avec cette variation non réglée, au bout de 4 secondes, au bout de 10 mètres, pouf, ça descend. On a le couple moteur qui chute à 7300 tours par minute et le scooter, il avance pas. La phase d'accélération, elle est complètement minable. Par la suite, le régime moteur, il peine à décoller, on dépasse pas les 8300 tours par minute au bout de 500 mètres. Donc autant vous dire que la vitesse de pointe est sans ressent, je dépasse pas les 90 km/h. Donc sans réglage complémentaire de la variation, c'est vraiment pas super. Mais en réfléchissant, c'est normal. En mettant une transmission finale plus longue, on a plus de couple à fournir pour faire avancer la roue de la même manière. Donc en phase d'accélération, les galets doivent monter plus lentement pour laisser le temps au moteur de monter à un régime où le couple sera maximal, pour transmettre correctement et le couple nécessaire aux roues. Et pour faire monter les galets moins vite, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un sait? Oui, c'est ça, bien sûr, il faut alléger les galets. Donc j'ai placé des galets plus légers, je suis arrivé à 5,5 grammes et là, bingo! L'accélération depuis le départ arrêté est identique à peu de choses près. On a une différence par rapport au test de référence avec la transmission finale d'origine à 0,5 km/h près sur les 3 premières secondes. Donc autant dire rien, si vous faites pas de compétition, vous vous en moquez. Par la suite, par contre, ça devient intéressant. Sur toute la phase d'accélération, on obtient des meilleures performances, une meilleure accélération, plus rapide, plus progressive, meilleure que celle obtenue avec la transmission finale d'origine. Alors comment ça s'explique ? On a mis des galets plus légers pour permettre au régime moteur de s'élever au régime moteur où le couple est le plus important, pour permettre au moteur la possibilité de faire accélérer le scooter de la manière la plus rapide possible. Au régime moteur où le couple est maximal, le moteur prend ses tours au fur et à mesure le plus rapidement possible. Avec le kit 70, comme on a un moteur coupleux, arrivé à ce régime moteur, le scooter monte plus vite en vitesse qu'avec une transmission finale d'origine plus démultipliée. Donc au fur et à mesure que le temps passe, l'écart se creuse, la transmission finale améliorée permet d'avoir une montée en accélération, une montée en vitesse plus rapide. Là, la transmission longue fait toute la différence. Par contre, à un moment, plus le régime moteur augmente, moins le scooter a la puissance nécessaire pour monter dans les tours. La transmission étant plus longue, le couple résistant est plus important et le moteur à un moment n'arrive plus à fournir, il ne peut plus monter davantage dans les tours. Sur la transmission finale d'origine, ça arrive à peu près à 11 000 tours par minute avec le kit 70. Par contre, avec le kit 70 et la transmission longue, on ne va pas au-delà des 9600 tours par minute. Mais c'est pas grave parce que au final, en vitesse de pointe, on obtient la même chose. Donc on ne gagne rien en vitesse de pointe, le moteur fournit autant de puissance qu'avec une transmission finale d'origine. Par contre, pour la même vitesse de pointe, on monte le moteur à des régimes moteurs raisonnables. On ne va pas au-delà des 10 000 tours par minute. Donc pour résumer, un démarrage un tout petit peu moins bon à 0,5 km/h près, c'est rien du tout. Au bout de 3 secondes, ça disparaît de toute façon. On a une phase d'accélération jusqu'à 90 km/h nettement supérieure à une configuration où on a une transmission d'origine. Donc là, un gros point positif, une vitesse de pointe identique, mais un régime moteur nettement moins important pour une même vitesse de pointe. Point positif. Donc de très bonnes perspectives pour la suite, parce que en boostant un petit peu plus notre admission et notre échappement, on pourra faire grimper la puissance, grimper le couple et ainsi petit à petit arriver à peu près aux 11 000 tours par minute déjà obtenus avec la transmission finale d'origine. Et mathématiquement, on augmentera la vitesse de pointe. En faisant un petit calcul, 118 km/h. Mais ça sert à quoi en ville? Je sais pas, mais en tout cas c'est très bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Maintenant, on en sait plus sur ce qu'apporte une transmission finale optimisée avec un rapport de transmission un petit peu plus important, une transmission longue. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu sur cette vidéo supplémentaire, ça me fera plaisir et ça fera du bien aussi à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, il est toujours temps d'actionner le petit abonné en bas à droite ainsi que la cloche pour être averti
quand je poste une nouvelle vidéo. Et si vous remarquez bien, le petit compteur d'abonnés grimpe assez rapidement, on est bientôt à 35 000 abonnés. Maintenant, je suis en kit 70. Lorsque j'ai testé le kit 70, vous m'aviez posé une question dans les commentaires. Quelle est ta nouvelle consommation? Eh bien, c'est quoi déjà la nouvelle conso? Eh bien, j'ai fait des petits calculs, on est à 4,24 litres du 100. Si vous avez davantage de questions, vous n'hésitez pas, vous les indiquez dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Si j'ai pas la réponse tout de suite, j'essaierai de me renseigner. Et si vous avez une remarque sur ce que j'ai pu dire dans la vidéo, vous n'hésitez pas non plus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!